l'ouest par l'océan Atlantique. Le territoire du Cabinda n'a aucune frontière commune avec l'Angola, dont il est séparé par une bande de terre de plus de 60 km appartenant à la République démocratique du Congo. Le Cabinda a une population estimée à 800 000 habitants et le pétrole reste la richesse principale dont la production varie entre 800 000 et 1 million de barils de pétrole par jour. Du point de vue historique et juridique, le Cabinda était composé de 3 royaumes, Ngoyo, Kakongo et Luango. Les princes et les notables du Cabinda, représentant des populations du Cabinda, ont négocié et signé 3 traités de protectorat avec la couronne portugaise. En 1883 et en 1884 vont être signés des accords de Tifuma, de Tikamba, entre les chefs autochtones du Cabinda et des colons portugais. Ces accords vont culminer par la signature du traité de Simulambuku en février 1885, qui conféra au Cabinda le statut de protectorat portugais. Ce document permettra ainsi au Portugal de présenter une base juridique sur le territoire cabindais lors de la conférence de Berlin de 1885 en vue de la limitation définitive des frontières des territoires africains occupés. Article 1. Les princes et tous les autres chefs du pays et leurs successeurs se déclarent reconnaître volontairement la souveraineté du Portugal et se placent sous protectorat de cette nation avec tous les territoires gouvernés par eux. Article 2. Le Portugal reconnaît et confirmera tous les chefs qui sont reconnus par le peuple cabindais selon leurs lois et usages, en leur promettant aide et protection. Article 3. Le Portugal s'oblige à faire maintenir l'intégrité des territoires placés sous protectorat et reconnaît l'appartenance des terres aux autochtones. Article 5. Le Portugal respectera et fera respecter les usages et coutumes du pays. Article 6. Les princes et notables s'obligent à ne plus conclure des traités, ni des contrats de cession de terrain à caractère officiel, seulement dans les buts mentionnés dans l'article 4. Par ces actes relevant du droit public international, le territoire du Cabinda est devenu un protectorat du Portugal et le traité de Simulambuku du 1er février 1885 fut reconnu la même année par la conférence de Berlin. Par contre, l'Angola était déjà une colonie du Portugal depuis l'an 1482. L'article 1er, alinéa 2 de la Constitution portugaise de 1933, en vigueur jusqu'en 1976 après l'indépendance d'Angola, précise ce qui suit. Que les territoires qui dépendent du Portugal en Afrique sont l'archipel de Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le São Tomé-Principe, San João Batista de Ajuda, le Mozambique, Cabinda et Angola. Cette constitution
dans son édition de 1971, est resté en vigueur jusqu'à la révolution des œillets de 1974. Elle confirme cette énumération des dépendances portugaises en Afrique et a servi de base pour leur décolonisation. La décolonisation portugaise n'a pas tenu compte des statuts juridiques qui ont régi le Cabinda et l'Angola. Deux territoires bien distincts, notamment par le mode d'acquisition colonial. Tous les services administratifs dans le territoire du Cabinda dépendaient directement du Portugal jusqu'en 1956, année au cours de laquelle le gouvernement portugais effectue, pour des raisons de commodité financière, une simple liaison administrative entre le Cabinda et l'Angola. Le royaume de Belgique avait procédé de la même façon avec ses anciennes possessions en Afrique centrale. L'administration du Congo, du Rwanda et du Burundi était reliée, et ce, bien que regroupée dans le Congo, Rwanda, Urundi. Au moment de la décolonisation, chaque territoire a accédé à l'indépendance séparément des autres, suivant les aspirations des populations de ces colonies. Le Cabinda a été et est encore illégalement, militairement occupé par les forces armées angolaises, avec la passivité et la complicité expresse des gouvernements successifs du Portugal. L'article 3 du traité de Simulambuco, conclu entre le Portugal et le Cabinda, oblige le Portugal à maintenir l'intégrité des territoires placés sous sa protection. Par contre, les accords d'Alvor du 15 janvier 1975, conclus entre le Portugal et les mouvements de libération angolais, considèrent en son article 3 le Cabinda comme une partie intégrante et inaliénable de l'Angola. Si le Cabinda était l'Angola, fallait-il encore l'intégrer dans un pays auquel il appartenait déjà? Cette cession ou annexion était et est nulle et non avenue dans la mesure où l'assentiment du peuple cabindais n'a ni été sollicité ni obtenu. Le conflit Cabinda-Angola, créé à dessein par le Portugal, se pose essentiellement en termes d'indépendance et de séparation du Cabinda face à l'Angola. Ce qui est de cette aspiration légitime, mieux, un droit juste du peuple cabindais que les gouvernements portugais et angolais rejettent depuis les accords d'Alvor, qui sont devenus caducs à la suite du coup de force opéré par le MPLA, mouvement marxiste-léniniste, prenant ainsi le pouvoir sans passer par les élections prévues à l'époque. Il n'y a pas de honte à reconnaître cette vérité et à corriger l'erreur historique et juridique grave commise par le Portugal et qu'a avoué très clairement Don Duarte, le duc de Bragance et légitime héritier des rois du Portugal. Il a déclaré ceci: « Néanmoins, au moment où nous assumons devant l'histoire nos responsabilités collectives, nous ne pourrons pas nous permettre de ne pas assumer nos erreurs, en particulier dans le cas du Cabinda. Nous avons dans cette affaire le devoir moral d'alerter les consciences du monde vis-à-vis de son indéniable droit à l'indépendance.
Le faire, c'est aller à l'encontre d'une paix véritable et solide entre les Africains. Dans ce cas, si les accords d'Alvor ont sanctionné l'intégration du territoire du Cabinda et de son peuple à l'Angola, et si cela a été reconnu par les Nations Unies, ce n'est pas tellement important. Les lois ne sont pas toujours justes et c'est rarissime que les traités considèrent les droits d'un tiers. Et dans cette question, non seulement il faut accepter le fait que le Portugal a violé le traité conclu avec le Cabinda, qu'il avait respecté jusqu'en 1974, je veux parler du traité de Simulambuku, qui a consacré internationalement le statut de protectorat de ce territoire, mais aussi l'évidence de ne pas avoir octroyé au peuple du Cabinda le droit à l'autodétermination et son indépendance. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Virginie, pour votre représentation. Je voudrais quand même dire que dans les années 50 et même avant, les Cabindés commençaient déjà à s'organiser pour demander au Portugal leur volonté et leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Ce qui va culminer vers le début des années 60 à la création du FLEC, le Front de Libération de l'enclave du Cabinda. C'est après l'annexion du Cabinda, dans un premier temps, le FLEC a commencé par faire des revendications politiques. Mais après l'annexion du Cabinda à l'Angola en janvier 1975, nous disons ici en Belgique, que les Cabindés vont décider de prendre des armes pour libérer leur territoire. Je vais passer le micro à M. Verras afin qu'il puisse vous retracer un peu la trajectoire de la lutte pour la libération du Cabinda. M. Verras, vous avez la parole. Parallèlement à la vague de décolonisation en Afrique, sont apparus le mouvement indépendantiste au Cabinda de 1959 à 1962. 3 organisations ont été créées au Congo belge et au Congo Brazzaville. Le mouvement pour la libération de l'enclave du Cabinda MLEC, le comité d'action d'Union nationale cabindaise CAUNC et l'Alliance du Mayombe Aliama du nom du massif forestier septentrional du Cabinda. En 1961, une organisation politico-militaire dirigée par M. Alexandre Tati, le mouvement de lutte pour l'indépendance du Cabinda MLIC, est entré en conflit avec l'armée portugaise sur le territoire du Cabinda. L'abbé Youlou Fulbert, président du Congo-Brazzaville, soutenait la revendication d'indépendance du Cabinda et a facilité la présence des indépendantistes cabindais dans son pays. Le 4 août 1963, à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville, les 3 mouvements politiques indépendantistes ont fusionné pour fonder le Front de libération de l'enclave du Cabinda, FLEC. Luis de Gonzague Ranc-Franc, ancien président du MLEC, est élu président du FLEC et Nzita Henrique Estiago sera élu vice-président, tandis que M. Eduardo Sozinho est désigné secrétaire général. Le 2 novembre 1974, pour des raisons d'intérêt idéologique, le MPLA, mouvement angolais l'obédience communiste, est entré au Cabinda sur l'autorisation spéciale du régime communiste au pouvoir au Portugal. Le 6 janvier, en l'absence des leaders du Cabinda, les présidents des mouvements de libération de l'Angola se sont réunis à Mombasa, au Kenya, pour préparer la rencontre d'Alvor au Portugal qui a eu lieu le 15 janvier 1975. C'est au cours de cette dernière rencontre entre les autorités portugaises
et les leaders politiques angolais que fut prise la décision illégale d'annexer le Cabinda à l'Angola. Dans les années 1970, la diplomatie des deux seuls pays limitrophes du Cabinda, que sont le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, était favorable au droit légitime du peuple cabindais de pouvoir librement choisir son destin politique. C'est dans cette optique que, lors de la 24e session du Conseil des ministres de l'Organisation de l'Unité africaine, OIOA, tenue à Addis Abeba, en Éthiopie, du 19 au 24 février 1975, le ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, M. Charles David Ganao, s'adressa à ses homologues africains et, en s'exprimant au nom de son pays et celui de la République du Zaïre, a fait une communication publique sur le problème du Cabinda en ces termes. Les présidents Mobutu et Marien Ngouabi sont également très inquiets de voir que l'Afrique continue d'être soigneusement tenue dans l'ignorance du fait cabindais, tout simplement par l'insuffisance d'informations ou bien parce que les informations qui nous parviennent sont orientées pour des raisons que nous connaissons. Et ils sont toujours inquiets à l'idée que sur la base de ces informations erronées et orientées, l'Afrique pourrait regretter par la suite. Et leur inquiétude va à son comble si cette décision de l'Afrique devrait consister et refuser au peuple cabindais ce pourquoi nous nous sommes battus et qui est même reconnu au-dessus d'une organisation comme l'OUA, donc au niveau des Nations Unies. C'est-à-dire, si l'on refusait au peuple cabindais le droit à l'autodétermination. C'est au cours de cette même session que M. Charles David Ganao et M. Gbagbeni Adeito Nzengeya du Zaïre, ambassadeur de la République du Zaïre à Addis Abeba, déclarèrent également que le Cabinda ne saura faire partie intégrante de l'Angola et doit être un État au même titre que les autres États. Il y a eu plusieurs tentatives de solution à ce conflit, notamment par de différentes rencontres entre les autorités angolaises et les dirigeants du Front de libération de l'enclave du Cabinda, FLEC, notamment les plus significatives, sous la médiation des plus hautes autorités cubaines. Le 16 février 1985 à Safika, au Cabinda, un cessez-le-feu fut négocié et signé entre les autorités angolaises et les dirigeants du FLEC-FAC. Après un processus de négociation politique qui a duré 3 ans et au cours duquel les délégations respectives s'étaient rendues successivement à Pointe-Noire au Congo, où elles ont reçu l'hospitalité bienveillante du président Denis Sassou Nguesso et également à Luanda, capitale de la République populaire d'Angola, le cessez-le-feu fut par la suite violé par l'armée angolaise et la guerre a repris. Le FLEC, le repli entre le FLEC et les forces armées angolaises. Au cours de leur rencontre, ils se sont convenus de pourparlers devenant se poursuivre dès le retour du président dos Santos à Luanda. Non, ça, c'est pas ça. Malheureusement, de retour à Luanda, le président angolais a envoyé massivement ses troupes pour tenter de détruire la résistance cabindaise. Le 12 et le 14, le 12, le 13 et le 14 septembre, excusez-moi, une délégation du gouvernement angolais conduite par le ministre de l'Intérieur a rencontré une délégation du FLEC-FAC conduite par son président. Les deux délégations s'étaient alors mises d'accord sur un texte de proposition de signature d'une trêve militaire qui devait être soumis à l'approbation du gouvernement angolais d'une part et du bureau politique du FLEC-FAC d'autre part.
Le 14 et le 15 mai 1996, sous les auspices du président de la République gabonaise, M. El Hadj Omar Bongo, le gouvernement angolais et le FLECFAC ont négocié et signé un accord de principe de cessez-le-feu en vue de l'ouverture des négociations militaires entre les deux parties. Le 23 et 29 juillet 1996, les deux délégations militaires se sont retrouvées à Libreville au Gabon pour des pourparlers devant conduire à la signature d'un cessez-le-feu effectif. Après quelques séances de travail, la délégation militaire angolaise a décidé de quitter la table de négociation sans aucune explication. La tendance de la recherche d'un consensus entre cabinets de toutes les tendances apparaît alors comme une priorité. Ceci dit, le processus de contact et tentative d'unification politique, déjà ancien, il est vrai, repris avec plus de vigueur. Cette même année débutent des tractations entre le FLECFAC et le FLEC Renové, les deux courants les plus importants et pour créer un conseil et élaborer une plateforme commune. En 2003, la société civile et l'Église catholique se mobilisent pour dénoncer les violations des droits de l'homme au Cabinda. Depuis 2004, la société civile s'organise et crée l'association civique du Cabinda dénommée Palabanda. Une grande marche avec la participation de plusieurs milliers de personnes fut organisée pour demander la paix au Cabinda. Sous les auspices du CREDA, organisation non gouvernementale hollandaise, et du ministère hollandais des Affaires étrangères, le FLECFAC et le FLEC Renové, la société civile cabindaise et l'église du Cabinda se sont réunis à Helvoet, en Hollande, du 23 au 29 août 2004. Le FLECFAC et le FLEC Renové décident de fusionner, former le nouveau, le FLEC, Front de libération de l'enclave du Cabinda. Un forum nommé FCD, Forum Cabinda pour le dialogue, a été créé pour initier des négociations avec le gouvernement angolais. Ce forum compte à son sein des éléments de l'ancien FLECFAC et du FLEC Renové, de la société civile et de l'église du Cabinda. M. Nzita Henrique Stiago, ancien président du FLECFAC, est élu président du FLEC, tandis que Antonio Bento Bembe, ancien président du FLEC Renové, fut élu secrétaire général du FLEC unifié et nommé président du Forum Cabinda pour le dialogue FCD. Sous les auspices du CREDA, des contacts débutèrent entre le FCD et le gouvernement angolais. Le 18 juillet 2006, un cessez-le-feu fut décrété dans la localité cabindaise de Chikamba par les anciens belligérants, tandis que l'Assemblée nationale angolaise a adopté une loi d'amnistie des faits de la guerre au Cabinda. Le 1er août 2006, en présence des membres des missions diplomatiques, le gouvernement angolais et le Forum Cabinda pour le dialogue ont signé un accord de paix. Les termes de cet accord sont inscrits dans un document intitulé Memorandum d'entendimento para paz e reconciliação na província de Cabinda. Mémorandum d'entente pour la paix et la réconciliation dans la province du Cabinda. Ce mémorandum d'entente et de paix, qui prévoyait un cessez-le-feu, une amnistie, une démilitarisation des anciens combattants du Front de libération de l'enclave du Cabinda FLEC et le gouvernement de l'Angola, concède à cette riche enclave pétrolière un statut particulier. Le fameux statut spécial qui prévoyait de prendre en compte les spécificités géographiques, historiques et culturelles du Cabinda. C'est le seul point positif que l'on peut retenir de ces accords mornés, car dès le début des négociations, des facteurs de grippage sont apparus, à commencer par l'absence de prise en compte des protestations des autres partenaires signataires des accords de Helvoet de 2004, de la diaspora et des personnalités civiles et religieuses cabindaises, tous snobés par les architectes du mémorandum d'entente de Namibe. La défiance du peuple cabindais à l'égard des accords de Namibe a finalement été manifeste. Aucune adhésion populaire, citoyenne, militaire et politique n'a pu en faire vivre l'application, car les conditions et les modalités imposées par le gouvernement angolais étaient indignes et machiavéliques, en employant la stratégie de diviser pour mieux régner.
Après la signature de ce mémorandum décrié et condamné par le peuple kabindais, les membres de la direction du FLEC non signataires vont faire une tournée dans les pays européens, France, Belgique, Hollande, Union européenne, etc., pour expliquer les derniers développements de la situation au Cabinda. Une délégation du FLEC s'est rendue à Washington, où elle a été reçue à la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain, à l'Institut américain pour la paix et au département d'État américain, ministère des Affaires étrangères. En 2009, le FLEC va entamer des contacts directs avec les autorités angolaises et le chef de la diplomatie du FLEC sera reçu par le président angolais José Eduardo dos Santos. Des négociations directes furent engagées entre le pouvoir angolais et le FLEC-FAC de M. Nzita. Alors qu'on était prêt à la signature d'un accord, celui-ci va échouer suite à certaines interférences. Et moi-même présent ici, je peux vous témoigner que je faisais partie de la délégation qui a discuté avec les autorités angolaises. Après la mort de Paris, le 3 juin 2016, du leader historique du FLEC-FAC, M. Nzita Henrique Thiago, c'est son fils Emmanuel Nzita qui lui a succédé. Il est secondé par Jean-Claude Nzita, qui s'occupe de la défense, et André Quinta pour la coordination politique. Les indépendantistes kabindais ont perdu leur dernière figure de proue, le dernier père fondateur qui a maintenu la flamme de la lutte du peuple kabindais au sommet, le feu président Nzita Henrique Thiago du FLEC-FAC. Monsieur Nzita Thiago, cette disparition a eu un grand impact sur la lutte, avec des signes évidents d'affaiblissement, une situation qui a conduit le processus de revendication des droits et libertés des Kabindais dans un état de léthargie. Du point de vue sociopolitique, la découverte du pétrole au Cabinda dans les années 50 et sa première exploitation en 1966 ont attribué au territoire du Cabinda une importance vitale pour le régime colonial portugais. Le pétrole brut, une ressource naturelle qui constitue un produit utile pour le développement socio-économique d'un peuple, d'une nation, s'est révélé comme une malédiction et un motif de souffrances diverses que subit le peuple kabindais jusqu'à nos jours. L'existence des richesses naturelles dans le territoire du Cabinda a suscité beaucoup de convoitises. Le pétrole du Cabinda est actuellement exploité par plusieurs sociétés dont les plus importantes sont Gulf, Chevron, Total et Agip. L'exportation du pétrole et des produits dérivés rapporte annuellement plusieurs milliards de dollars aux principaux actionnaires présents sur la plateforme du Cabinda. À côté de cela, rien n'a été fait pour favoriser le développement social des populations cabindaises. Le gouvernement angolais du MPLA n'a construit que peu d'écoles, pas d'hôpitaux, ni de routes et de logements sociaux dans le territoire du Cabinda. La vie luxueuse menée par le personnel étranger des compagnies pétrolières installées à Malongo, au Cabinda, le site d'exploitation pétrolière frise la honte face à la vie de misère indescriptible des populations cabindaises habitant à quelques centaines de mètres de ce centre. Le scandale et l'exploitation des richesses du Cabinda dépassent toute mesure et c'est un cas unique dans l'histoire du néocolonialisme. Il doit révolter tout esprit imbu de bon sens et d'humanisme. Le fond de la problématique du Cabinda réside aujourd'hui dans ces nombreux puits de pétrole hypothéqués ou vendus aux multinationales pétrolières par le pouvoir angolais du MPLA avec la complicité des gouvernants successifs du Portugal. Le pétrole qui déchire des nations entières arrive à s'épuiser, mais l'histoire et les droits inaliénables du peuple kabindais restent à jamais irréversibles. Le peuple kabindais vit actuellement le moment le plus dramatique depuis l'annexion illégale et de son territoire par l'Angola. Les arrestations et les assassinats sommaires se sont multipliés. Des viols des femmes, des enfants mineurs sont fréquents. Des villages entiers sont brûlés et rayés de la carte du Cabinda. Les réfugiés kabindais vivant dans les centres de réfugiés installés dans les deux Congos sont pourchassés et ne reçoivent aucune aide de la part des organisations humanitaires internationales.
Ces réfugiés se trouvent aujourd'hui dans un état affligeant et déshonorant. Ils sont devenus des orphelins du droit international et de la solidarité internationale, abandonnés à leur triste sort. Bref, alors même que les populations cabindaises sont meurtries, humiliées et dépossédées, les membres du gouvernement angolais du MPLA se partagent sans gêne les bénéfices des royalties qui leur sont très gracieusement alloués par les compagnies pétrolières installées au Cabinda. Outre le pétrole, dont la production atteint de 800 000 barils à 1 million de barils par jour, le Cabinda regorge dans son sous-sol de l'or, du diamant, de l'uranium, de l'étain, du coltan, de la bauxite, du manganèse. Le territoire possède aussi une forêt dense, la forêt du Mayombe. Le Cabinda possède aussi le cacao, du café, de l'huile de palme, de la banane et le bois de qualité. Les dirigeants du gouvernement angolais pillent et détournent des fonds considérables provenant d'un système contrebandier qu'ils ont installé au Cabinda. Aujourd'hui, il existe une élite politique cabindaise et des cadres cabindais qualifiés et capables de prendre en main la destinée de la chose cabindaise, de la chose publique au Cabinda, c'est-à-dire conduire le gouvernement de l'État autonome ou indépendant du Cabinda. C'est pourquoi nous en appelons à la communauté internationale de soutenir le peuple cabindais pour que soit reconnu son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Veras, pour votre exposé. Nous avons ici en ligne nos frères à partir du Cabinda. Je vois notre frère Belchior, qui est le président du FCC, le Front commun du Cabinda. Je vois aussi notre frère Marx Mavungu, qui est le représentant de la société civile, des organisations de défense des droits de l'homme. Et nous avons aussi notre frère Aram Tempo, qui est aussi un des responsables politiques à l'intérieur du Cabinda. M. Wakou aussi est en ligne. Je vois M. Wakou en ligne. Ouais. Bonjour, M. Wakou. Voilà. Je voudrais d'abord commencer par monsieur Belchior pour nous expliquer un peu ce qui se passe au pays, la situation au pays. Et puis, dès que vous aurez terminé, je passerai la parole à M. Aram Tempo. Et puis, ça sera M. Wakou pour terminer. Merci. Marx Mavungu aussi, voilà. Oui, aussi M. Marx Mavungu. Mais M. Marx Mavungu et M. Wakou interviendront après les deux parce que, vous savez, il y a de temps à autre des problèmes de communication avec l'Afrique parce que nos deux frères sont en Afrique. Je voudrais commencer par eux. Et puis on va terminer avec nos deux frères qui sont en Europe. Merci. Monsieur Belchior, vous avez la parole. Monsieur Belchior. Ouais. Desbloqueia o microfone, Belchior. Voilà. Muito boa tarde, ilustres organizadores dessa conferência de imprensa. Boa tarde, povo de Cabinda. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem e que vão nos assistir. Bom dia ou boa noite, consoante o fuso horário. É de extrema importância falarmos hoje numa linguagem comum, da vontade que pretendemos para que seja possível alcançarmos o desejo dos nossos antepassados e nós como continuadores. Cabinda vive uma situação cada vez mais difícil de todos os momentos, em todas as suas vertentes. Em Cabinda, nada mudou. Sim, uma abertura implícita de participarmos
quando eles lhes interessa, em encontros ou reuniões. Mas nós não conseguimos até o momento organizar uma atividade política por nossa iniciativa e ser aceito. Razão pelo qual devo dizer que, em termos políticos, nada mudou. Em termos econômicos, talvez mais pior ainda. Cerca de 270 empresas, o governo não consegue, para não dizer que é uma forma premeditada, pagar as suas dívidas após de terem prestado os serviços públicos, venda de equipamentos, fornecimento de produtos, etc, etc, etc. Falando da vida social, educação e saúde, basta dizer que até o momento assistimos crianças em salas não adequadas e sem cadeiras, ou carteiras, melhor dizendo. Ergue-se grandes hospitais e para as consultas você é obrigado a esperar 1 mês, 2 meses, se assim conseguir. Enfim, em termos de introdução da situação real em Cabinda, é esta. Un problème d'Internet, un problème de connexion. Je vois qu'il y a un problème de connexion. Est-ce qu'on peut passer la parole à une autre personne en attendant que la communication soit rétablie, la connexion soit rétablie? Voilà, on voit qu'il y a un problème de connexion avec notre frère Belchior. Je voudrais demander à Rantin pour prendre la parole, mais je voudrais quand même préciser parce que nous avons un problème d'impératif de temps, donc il faut être aussi, je pense que 5 minutes pourra suffire à chacune des personnes pour intervenir. Merci. C'est à Rantin. Em princípio, fico muito satisfeito e animado termos este momento de fazermos uma abordagem acerca do povo de Cabinda como irmãos. É uma iniciativa que nós louvamos. Nós aqui no interior de Cabinda continuamos a ser oprimidos, perseguidos, condenados injustamente, sobretudo quando um cidadão pensa de uma maneira diferente, tenta reclamar alguns direitos, mas esses direitos não são aceitos pelo governo angolano. Uma questão que eu queria aqui tecer como uma consideração é que mesmo os refugiados que estão nos Congos são perseguidos e são assassinados. Não têm qualquer direito que a comunidade internacional ou organizações não governamentais concede a outros povos que estão nas mesmas condições como nós. No interior de Cabinda, os militares estão em toda parte. Cada um de nós é controlado por 5 ou 6 militares. Não podemos falar, não podemos reclamar. Nós tornamos reféns
do governo angolano. E nunca beneficiamos de nenhum direito. Alô? Alô? Nunca beneficiamos de nenhum direito, nem de criar associações cívicas, e mesmo até admitir as igrejas pregar um evangelho que demonstra o sofrimento do povo e que chama a atenção governantes angolanos para respeitar a dignidade humana. Quer dizer que nós, no interior aqui de Cabinda, não merecemos qualquer direito. É por isso que nós sempre pedimos os nossos irmãos, todos nós, estarmos presentes, termos um foco único, vermos o que é que nós podemos fazer para sairmos desta prisão eterna que nos leva a todos nós morrermos sem qualquer direito. É verdade que nós que estamos aqui a intervir, estando mesmo aqui, devem saber que estão fora do país, a comunidade internacional, que não pensa resolver o problema de Cabinda, simplesmente são os interesses que primem do que a vida dos cabindas. E nós, quando reclamamos, somos conotados de nomes que nunca existiram, porque o que interessa mais às empresas e à comunidade internacional é expoliar as riquezas de Cabinda. Quer dizer, para eles, a dignidade humana não é importante. E é aí onde nós, aqui no interior, nós nos entregamos para defendermos nossos direitos. Uma vez estava ligado com uma embaixada, quando João Lourenço foi empossado como presidente, nós queríamos fazer uma marcha. Então, um funcionário da Embaixada da América disse, não vale a pena, porque João Lourenço é diferente e tal. Mas eu respondi, por que quando nós tentamos defender os nossos direitos, somos impedidos mesmo pela comunidade internacional? Outros fazem guerras, outros cometem crimes, mas nós somos impedidos, não temos direito de uma ajuda internacional. Porque nós aqui estamos no interior. Nós estamos sendo perseguidos. Mesmo assim falando, devemos saber que nós amanhã ou depois de amanhã podemos morrer por causa da perseguição, porque nós não podemos falar. Quando nós, Cabinda, desde muito tempo, e mesmo Angola, viola as convenções internacionais e viola a sua própria Constituição, que reconhece um povo reclamar a sua autodeterminação, mas a comunidade internacional não vê isso, só vê Angola, só vê porque eles estão a fazer bem. Então, é verdade que eu chamo um apelo à comunidade internacional que todos. Haverá um momento que a comunidade internacional vai perder o controle de Cabinda, porque nós não vamos continuar a morrer, não vamos continuar a ser reféns dos angolanos. Por exemplo, ultimamente os angolanos fizeram marcha, mataram, fizeram tudo. Mas se fosse Cabindas, podíamos ser terroristas. Se fosse Cabindas, teríamos tantos nomes. Como é que a comunidade internacional, mesmo a União Europeia, não vai olhar pelo Cabinda? Porque a União Europeia, sobretudo a Bélgica, França e Portugal, são testemunhas do direito à autodeterminação do povo de Cabinda. Uma vez fui recebido nas relações exteriores da Bélgica. Eu disse que os belgas também são cúmplices da situação de Cabinda. Porque não? Porque nós não somos nós. Mas havia 3 Congos, Congo português, Congo, e havia um entendimento entre essas potências, mesmo quando diminuíram Cabinda. Os portugueses entregaram a Bélgica a outra parte e os belgas também o fizeram. Portanto, a Bélgica, Portugal e França não podem ser inocentes sobre o problema de Cabinda. Não podem. Portanto, é por isso que chamo a atenção à comunidade internacional. Hoje não querem ouvir os apelos do povo de Cabinda. Não querem saber. Dão mais primazia a Angola nos oprimir. Mas, como somos homens conscientes, quem está apertado, de vez em quando procura formas como se libertar. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão Tempo.
vou pedir ao nosso irmão que está em Luanda, Hilton Mabiala. Hilton Mabiala, se está em linha, está na linha, pode intervir. Hilton Mabiala. Hilton Mabiala, Maurício Sila. Hilton Mabiala. Está nos Sim, sim. Está a ouvir? Yeah, ok. Cinco minutos, porque tem mais outro irmão que está agora na linha. Vi também Maurício também está na linha. 5 minutos para chega, porque o tempo está muito importante. Irmão Hilton Mabiala, pode tomar a palavra. Desbloqueia o microfone, Leuton. Ok. Yeah. Conseguem me ouvir? Sim. Sim. Ok. Então, quero agradecer essa oportunidade. Vou ser mesmo muito rápido, porque tudo já foi dito pelos meus mais velhos. Esta é uma luta de gerações, é uma luta que começou dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, continuou com Zita Tiago, a geração de Zita Tiago, agora temos a geração do mais velho Marcos Mavung, e agora a nossa geração dos 30, que estamos a passar para a geração que vem, a geração dos 20. Então é uma luta que não vai terminar agora, porque a nossa luta é legítima, é defesa de um povo que clama pela sua soberania, pela sua autodeterminação. Aqui em Luanda, como ativistas cívicos, defensores da causa dos direitos humanos, principalmente de Cabinda, do território de Cabinda, já tivemos várias iniciativas junto às representações diplomáticas em Angola, né, de países internacionais representados aqui em Angola, e também com algumas organizações da sociedade civil angolana. E, graças a Deus, em alguns momentos tivemos êxitos, outros momentos não, porque a intenção é de emancipar a causa de Cabinda na população angolana. Nós entendemos que a nossa luta é uma luta de mudança de consciência. E é também a responsabilidade do povo angolano ter a consciência do que nós fizemos, do que nós reivindicamos em Cabinda. Porque muitas das vezes a informação, quando é posta em Luanda, é distorcida, é transmitida de forma que não conjuga com a verdade. Então nós, como filhos de Cabinda, como defensores da causa nobre do povo de Cabinda, trabalhamos na emancipação, trabalhamos na consciencialização do problema de Cabinda. É preciso que os angolanos vejam a questão de Cabinda não só como um problema da angolanização ou do contexto angolano, mas sim um problema à parte e que deve ser resolvido de forma à parte. Denunciamos junto a essas organizações nacionais e internacionais angolanas sobre tudo que se passa em Cabinda, sobre a violação dos direitos humanos, com vista a fazer com que os próprios angolanos se levantem para que juntos resolvemos ou encontramos uma solução definitiva do problema que opõe angolanos e cabinenses. Então nós estamos nessa luta, nós agradecemos o apoio de todos, agradecemos a contribuição de todos, querem em Angola, em Cabinda, e em África e na Europa. Então continuamos juntos, essas gerações, mais velhos, jovens, crianças, todos juntos para encontrarmos uma solução definitiva ao problema de Cabinda. E também a dar apelo à comunidade internacional que olhem não só o problema da Palestina, provavelmente interviram na questão da Palestina, porque segundo a lógica de muita gente que morre mais pessoas com relação em Cabinda, mas quando se fala de vida humana, não estamos a tratar de números. Nem que seja uma pessoa a perder vida, é uma vida que interessa. Então, tal como se preocupam com a questão da Palestina, é uma obrigação também para se preocupar sobre a questão de Cabinda, porque em Cabinda também morrem pessoas do conflito, este conflito que já dura há quase 6 décadas. Então, muito obrigado pela atenção, estaremos aqui para dar mais contributos. Muito obrigado, irmão Mabiala. Vou passar a micro no que irmão o Belchior, você vai ter depois, vamos começar o Maurício, é Maurício, estou a ver, Maurício está. O senhor Maurício, está a me escutar?
Pode tomar a palavra. Muito obrigado pela palavra que me é cedida. Cordiais saudações. Sou Maurício Jimbi, presidente da União dos Cabindeses pela Independência, UCI. Quero de antemão agradecer à direção política da FLECFAC por me ter formulado o convite para intervir por ocasião de mais um aniversário da criação da sua organização através desta conferência realizada no Parlamento Europeu. Excelências, por esta ocasião, permitam-me trazer uma reflexão quanto aos fundamentos históricos e jurídicos da luta do povo de Cabinda, à autodeterminação e à independência. Prezados, a busca pelas novas rotas comerciais, matérias-primas e de mão de obra fez com que, no século XV, o continente africano se tornasse num palco de cobiça pelas potências expansionistas europeias, tendo este continente acolhido nas suas terras navegadores, comerciantes, religiosos ocidentais, dando início assim ao processo de tráfico de escravos e da colonização. Como é de amplo conhecimento dos presentes, o processo de colonização do continente africano teve características diferentes em diferentes territórios. De modos a garantir a legitimidade em restantes territórios, houve a necessidade de assinarem tratados com os príncipes autóctones, ao título de exemplo, o Tratado de Bordeaux, assinado em 12 de maio de 1881, entre a Tunísia e a França, e o Tratado de Simulambuco, assinado em 1 de fevereiro de 1885, entre os príncipes de Cabinda e a coroa portuguesa. Tratados estes que foram apresentados na Conferência de Berlim em 1885 como documentos jurídicos que atestam a legitimidade, primeiro, da França e de Portugal nestes territórios ora citados. Diferente de Angola, que foi uma colônia portuguesa, Cabinda foi um protetorado português, tendo Portugal se comprometido, à luz do artigo 3º do Tratado de Simulambuco, em garantir a integridade dos territórios colocados sob a sua disposição. Excelências, a Constituição Política Portuguesa de 1933, na parte 1 das garantias fundamentais, no título 1 da Nação Portuguesa, no seu artigo 1º, diz o seguinte, cito, o território de Portugal é o que atualmente lhe pertence e compreende, primeiro, na Europa, o continente e arquipélagos de Madeira e dos Açores. Segundo, na África Ocidental, arquipélago de Cabo Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe e suas dependências, São João Batista de Ajudá, Cabinda e Angola. Fim da citação. Em 1960, no âmbito do processo da descolonização da África, a Assembleia Geral das Nações Unidas, sob a luz das resoluções 1514, 1541 e 1542, estipulou Cabinda como um território não autônomo e que goza do direito à autodeterminação. Em 1964, no Cairo, Egito, na Convenção da OUA, Organização da Unidade Africana, hoje a União Africana, mais uma vez, Cabinda e Angola foram considerados como dois territórios distintos, tendo Angola sido alistado como o 35º território a se descolonizar, enquanto Cabinda como o 39º território. Como podeis constatar, caros presentes, o direito do povo de Cabinda à autodeterminação foi consagrado desde a Conferência de Berlim, em 1885, em 1960 pelas Nações Unidas e em 1964 pela OUA, nas vésperas das independências dos territórios africanos. Subitamente, o contexto da história mudou. Cabinda, de forma ilícita, ilegítima e ilegal, em 1975, por ocasião dos Acordos de Alvor, um acordo que visava tão somente a autodeterminação de Angola, foi anexada de forma unilateral e irresponsável a Angola por Portugal, sem, no entanto, o consentimento do seu povo e dos seus representantes legítimos, tendo sido precedido de uma invasão militar das tropas do MPLA situadas no Congo-Brazzaville, com auxílio das tropas comunistas cubanas e portuguesas,
efetivando assim a implementação da neocolonização e do plano da conspiração contra os anseios de Cabinda e do seu povo, simplesmente com o intuito de explorar de maneira deliberada as suas riquezas e oprimir o seu povo, dando início a um conflito político-militar que já ceifou gratuitamente milhares de vidas ao longo dos 50 anos da ocupação angolana no território de Cabinda. Para concluir, proponho que a melhor via do alcance de uma verdadeira solução, aproveitando-se desta oportunidade nas reflexões em torno dos seguintes pontos. A. Cabinda goza do direito à determinação e à independência concedidos pela ONU em 1960. B. Cabinda é ocupada, dominada e explorada por Angola e seus parceiros internacionais. C. A situação militar de Cabinda é comparável à das colônias africanas no século XIX e no início do século XX. D. Portugal, Estados Unidos, a França, Inglaterra, Bélgica, Itália, Polônia, Hungria, Holanda, Alemanha e demais países ocidentais devem promover uma solução justa para Cabinda com Angola, reconhecendo o direito à autodeterminação do povo de Cabinda. E, considerando a justeza da causa do povo de Cabinda, lanço o apelo aos países da NATO no sentido de apoiar e sustentar por todas as vias a luta do povo de Cabinda contra a ocupação militar angolana, tal como apoiam a Ucrânia na sua luta pela restituição completa da sua soberania e identidade. F. As Nações Unidas, sendo moralmente corresponsáveis pelo silêncio sobre a guerra contínua em Cabinda, devem rever a sua posição e adotar uma postura que respeite a dignidade do povo de Cabinda, que lhe devolva credibilidade naquilo que é a sua missão, naquilo que é a missão da sua instituição. G. A aplicação dos princípios internacionais e estratégias da ONU é a melhor saída, permitindo que o povo de Cabinda expresse livremente as suas aspirações, de modo a decidir livremente o seu destino. H. Os Estados Unidos, a França, Itália, Portugal e Inglaterra, exploradores dos recursos naturais de Cabinda, através das suas multinacionais Chevron, Galp, Total, Eni e BP, devem respeitar mais a vida das populações locais, sem legitimar violações de direitos humanos, explorando o petróleo de sangue. Devem buscar uma verdadeira solução, apoiando as aspirações do povo de Cabinda, de modo a garantir a segurança dos seus interesses no território, pois não será possível continuar a explorar o petróleo de Cabinda numa terra com uma guerra intensa. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado, irmão Maurício. Não, eu acho que seria en Europe, en Afrique, il y a encore quelqu'un qui doit intervenir. Hein? Il n'y a personne, c'est fini, mais ils sont là, je pense. Belchior n'a pas terminé son exposé, et puis on va terminer par M. Wakou, je pense. Monsieur Belchior, vous pouvez terminer votre exposé, et puis il faut être court, et puis on va passer au pasteur Wakou. Voilà. Micro, M. Belchior, micro. Desculpa. Ah, voilà, ok. O que eu quero, em nome da FCC e da Aliança, tanto enquanto líder da FCC e presidente rotativo da Aliança, o que eu espero aos organizadores e a todos aqueles que estão nos assistir e que vão nos assistir é de nós fazermos os possíveis de avaliarmos minuciosamente os 17 objetivos da Agenda 2030 e principalmente as 5 principais eixos. É de extrema importância porque nós pretendemos tanto a conjuntura global e as lutas pelas independências. Nós estamos dentro das lutas pela independência desde a conjuntura global. Então, devemos avaliar o que é que nós precisamos para a paz, os 6 principais.
O que é que nós precisamos para a paz? O que é que nós precisamos para defender as nossas pessoas, o nosso povo, etc. A única coisa que preciso aqui é, nesse encontro, nos cingirmos, por não ser agora, de fazermos uma reflexão, uma avaliação minuciosa dos principais eixos da Agenda 2030. A partir dali, nós vamos agora fazer o enquadramento das nossas comunicações face à Agenda 2030. Muito obrigado. Merci beaucoup, Greta. Avant, je pense que nous avons encore des intervenants. Il y a notre frère Marc Bavungu et le pasteur Waku. Je voudrais passer la parole au pasteur Waku. Pasteur Waku, vous avez 5 minutes. Oui, merci beaucoup. Je dois remercier les organisateurs de cette conférence pour, une fois de plus, nous donner l'opportunité de venir ici et communiquer à la communauté internationale et au peuple kabindé. Personnellement, je ne vais pas vous tenir pour longtemps. Ma sœur Virginie, quand elle a intervenu, elle a référé les paroles du duc de Bragança, qui a rappelé aux Portugais de reconnaître les erreurs de l'histoire. Parmi ces erreurs de l'histoire, c'est le Cabinda, le Calicti Cabinda. Les accords d'Alvor ont intégré le Cabinda au Portugal et cela a créé d'abord un cas de fait, puis un cas de jure. C'est-à-dire le Cabinda est définitivement, juridiquement, reconnu comme partie intégrante de l'Angola. Alors, les théories internationales disent que les frontières laissées, soit les frontières héritées par le pouvoir colonial, ne doivent pas être bougées. Cette théorie est tombée définitivement pour plusieurs cas et on a plusieurs exemples à ces propos. Le premier exemple, c'est celui du Portugal lui-même, qui, après avoir laissé tomber le Timor-Leste dans l'Indonésie, eh bien, Portugal a revu sa faute et est intervenu pour que le Timor-Leste devienne indépendant. Nous avons connu beaucoup d'autres situations, telles que l'Érythrée est devenu indépendant après avoir été dominé par l'Éthiopie. Nous savons aussi que le Soudan du Sud est devenu indépendant après avoir été ensemble avec les Soudans en général, soit les Soudans du Nord. Alors, c'est pour dire à la communauté internationale qu'il n'y a plus de raison de refuser le peuple kabindé leur droit à l'autodétermination pour quelque raison que ce soit. Il n'y a pas de théorie internationale qui empêche le peuple kabindé à devenir une nation souveraine. Parce que l'histoire nous l'a enseigné et tous les exemples sont là. Donc voilà tout ce que je pourrais ajouter à cette situation. Estava dizendo que, rapidamente, Duque de Bragança proferiu palavras importantes quando recomendou ao povo português de reconhecer os erros da história, de refazer os erros da história, e desses erros é mesmo Cabinda. E depois,
depois da anexação infeliz de Cabinda à Angola, nos acordos de Alvor, aconteceu aquilo que se pode chamar situação de fato, que depois se transformou por situação de júri, porque, afinal de contas, todas as nações do mundo reconheceram Cabinda como sendo território de Angola. Ora bem, depois há outras teorias que dizem que as fronteiras herdadas pela decolonização, pela descolonização, queria dizer, não podem ser alteradas. Esta teoria também cai perante argumentos tais como aquilo que já aconteceu na história. O próprio Portugal reviu a sua falha quando deixou o Timor-Leste anexado, portanto, na Indonésia. Este erro já foi reparado. Portanto, a Eritreia já se libertou da Etiópia e o Sudão do Sul já se libertou do Sudão do Norte. Portanto, já não há razões para a comunidade internacional pretender ou então evocar qualquer, portanto, teoria aqui para dizer que o povo de Cabinda tem que aceitar o destino que lhe foi imposto. O povo de Cabinda tem direito a continuar a lutar pelo seu destino e apelamos à comunidade internacional de ajudar a resolver esse problema. Muito obrigado. Muito obrigado, pasteur Ouako. Nous allons accorder la parole au dernier intervenant, c'est notre frère Marcos Mavungo. Est-ce qu'il est là, Marcos Mavungo? Attendez, on va voir s'il est en ligne. Est-ce que notre frère Marcos Mavungo est en ligne? Où est-ce qu'il est? Il est là, Marcos Mavungo. Il est là. Ah, voilà, il est là. Voilà, notre frère Marcos Mavungo, vous avez la parole. Vous êtes le dernier intervenant. Ok, muito obrigado por este convite e, sobretudo, agradecer àqueles que tiveram a iniciativa de organizar esta sessão, esta conferência de imprensa Club Europe. Portanto, foi antes de ontem que me comunicaram, queriam ouvir alguma palavra minha. E tenho alguma dificuldade em falar agora, depois de tanta gente que interviu, que vive o problema, que deu as suas opiniões. Não sucede que eu venha a repetir coisas que, em princípio, não são nada tão importantes, na medida em que o essencial já foi falado. Mas como desde o início insistiram que queriam ouvir alguma coisa dos direitos humanos, quando se fala de autodeterminação, é uma questão dos direitos humanos. E é por isso que vou me limitar a apresentar como é que esta fenomenologia se apresenta no contexto atual da luta pela autodeterminação do povo de Cabinda. Vou começar por parafrasear uma afirmação da ativista Manuela Serrano, que dizia que falar de Cabinda é falar da violação de direitos humanos, que não se pode falar de Cabinda sem se falar da violação de direitos humanos. Porque o conflito de Cabinda, neste momento aqui, há nossos dias, representa o plano de cristalização de todos os erros perpetrados não só por Portugal, mas também para as outras potências estrangeiras, que desde 1482 chegaram a Cabinda. Então, vieram cometendo uma série de erros e é isso que estamos a pagar na reivindicação do nosso direito como povo.
Primeiramente, tivemos os 403 anos entre 1422 e 885, a presença ocidental simplesmente, primeiro nesse momento éramos livres, povo livre, embora, entre aspas, temos os 90 anos sob o protetorado, entre 1885 e 1975, temos 50 anos da atual ocupação entre 1975 e 2025. E durante este período, estes 543 anos, as violações de direitos humanos resultam da tentativa de destruir aldeias, reestruturar a paisagem organizacional e institucional de Cabinda, conferir a Cabinda uma nova identidade. Aquilo que Cabinda não é. Quer dizer, eles querem que Cabinda seja aquilo que não é. E também inverter o próprio processo de desenvolvimento. Portanto, uma batalha por Cabinda nunca vista. Quer dizer, que durante esse tempo todo, o povo de Cabinda tem de levar uma batalha que nunca vimos. Mas o espetáculo da resistência continua até os nossos dias, simbolizando a resistência à invasão estrangeira. Somos mesmo resistentes. Contamos a resistir, mesmo se um ou outro pensa que e mavongo, mas depois se apercebe que cometi um erro. Mesmo esses que estão agora fazendo mensagem, porque o presidente tal, o nosso camarada, balavonga. Porque mesmo a pé da lei também acabaram por se perceber que fizeram uma má opção. E é nesse sentido que os direitos humanos se situam a 3 níveis. Direitos civis e políticos é o primeiro nível. O segundo nível, os direitos sociais e econômicos. E o terceiro nível é o direito de asilo. Portanto, eu falo isto de uma forma pedagógica, porque podemos até dividir isto em várias outras divisões. Direitos civis e políticos. Primeiramente, temos uma política fascisante e militarista. Mesmo desde o tempo colonial português, a política era militarista. Quer dizer, que as pessoas estavam ali sob o cano das armas. Desde 1955. Se as pessoas tivessem essa liberdade, o tempo de Amândio Fernandes, aliás, reclamaram disso. O caso de Dom Manuel Franklin, que foi entregar o documento a Salazar em 48, reclamavam isto, mas não podiam porque estava ali o militar. E nós vimos que de 75 a 2003, em que se criou um parlamento, as pessoas pensavam que, vamos tentar criar uma associação. Afinal de contas, o homem estava escondido. Nem a Associação de Direitos Humanos pode ser criada em Cabinda. Notamos também que não podia haver manifestação, que não podíamos ir à rádio dizer o que nós pensamos, que não podíamos dizer que um elemento das FA matou alguém. Não se podia reclamar os direitos que nos ligam à nossa própria terra. Portanto, uma política, os direitos sociais e políticos praticamente interditos. Por exemplo, há dias devia haver manifestação. O Quanco até viu-se obrigado a cancelar a manifestação. Porque os que têm o poder não querem. E nos 3 relatórios que a Palavana publicou, encontramos lá vários relatos. Assassinatos, violações das mulheres, prisões arbitrárias, casos muito, muito importantes. É o caso do 2010, 7 ativistas que foram detidos, que passaram por momentos difíceis e trabalhosos. Só que não posso vos dizer o que é que vai acontecer há dias, à volta deste de 2010. Não estou autorizado. Mas estejam atentos, vão ver alguma coisa à volta disso.
para não se falar também do meu próprio caso. Esta é a situação dos direitos sociais e cívicos, que não vamos passar todo o tempo a relatar isto. Direitos econômicos. O que se nota simplesmente é que o território de Cabinda é perspectivado como um mero instrumento de produção de recursos naturais, em especial do ouro negro, onde não temos instituições inclusivas. Quer dizer, em Cabinda não há aquilo que se diz desenvolvimento como liberdade, conforme dizia Amartya Sen, em que as populações escolhem aquilo que eles querem, segundo as populações locais escolhem aquilo que eles querem, segundo as potencialidades de Cabinda. Nenhum Cabinda tem esta possibilidade, mesmo o atual governador. Imaginem que cada novo governador que vem encontra sempre a situação pior. Ou não, agora vou fazer consultas e tudo para podermos investir, para dar uma nova dinâmica. Mas depois, no fim de 2, 3 anos, mau governador. Por quê? Porque não há desenvolvimento como liberdade. As pessoas são perseguidas, em especial os empreendedores, cuja política do governo vai no sentido de poder descapitalizá-los, para não terem nada. E assim, todos os dias, terem que ir sempre pedir batatinhas. E, no entanto, Cabinda foi sempre o pulmão de Angola. Vou-vos dar uma informação que talvez nunca tiveram. Só no período que vai de 2000 até 2010, a produção do petróleo evoluiu para chegar até 2 milhões de barris por dia. Em 2008. E naquele momento, em julho de 2018, o barril de petróleo chegou a $147. O barril. Agora, multiplicam ainda por 2 milhões por dia. Para vocês verem quanto é que se produziu e comparam a situação atual que Cabinda vive. Uma pobreza abjecta. Simplesmente porque há uma ausência de políticas e estratégias de desenvolvimento sustentável. Quer-se acabar com todo o petróleo, toda a riqueza, e as gerações futuras vêm pobres, ficam pobres, e assim acabaremos por nos submeter, conforme aconteceu com o povo de Egito, conforme aquela tentativa de muitos elementos do povo de Egito. Era melhor ficarmos lá com o povo do Egito, com o faraó. E pronto, simplesmente é uma forma de nos formatar para sermos eternamente pobres. E é por isso que entre os 50 melhores investidores, empresários de Angola, não está nenhum Cabinda. Porque não tem esse acesso, não tem essa possibilidade. Então, sob inúmeras formas, aguda, violenta, surda, lacerante, tenaz, o feudalismo em Cabinda reduziu as populações autóctones a uma pobreza abjecta, a dependência exótica, a indigência, sempre com a mão estendida para o estrangeiro, nos 2 Congos. Hoje em dia, há cabindas que vivem com menos de $1 por dia. E as disparidades são muito notas, sobretudo na área do Mayombe, do norte, do centro Mayombe, onde o governo praticamente não investiu nada. Em resumo, o Cabinda vive estrangeiro na sua própria terra. E temos também a questão do direito de asilo. Desde os anos 50, que os cabindas começam a exilar. Até porque o número de cabindas não é conhecido. Não é conhecido. E o que é agravante, desde os anos 70, há sempre essas incursões, assassinatos de refugiados e tantos outros casos de atrocidades. É nesse contexto que é um imperativo categórico acabar-se com o atual estatuto político-jurídico, herdado de uma descolonização desastrosa. Nessas circunstâncias, é legítimo não cruzar os braços, é legítimo não sacrificar
a verdade sobre Cabinda. E é por isso que nós sempre insistimos que não se pode negociar Cabinda para pedir um estatuto que vai continuar a nos colonizar. Não se pode fazer isto. Aquele que não aguenta, deixa aqueles que podem aguentar isto e não criar confusões, complicações inúteis, porque é uma causa que já sacrificou e conosco sacrificar muito sangue humano. Vou desculpar se falei muito, mas é simplesmente uma interpelação que eu queria apresentar aos outros aqui para ver as boas perspectivas de uma saída de solução. E que eu suponho sermos pessoas coerentes e não pessoas que vão vergando, que vão apenas procurando negociar para ocupar simplesmente cargos. Bento Bembe pensou que ocupando cargos resolveria o problema, mas depois se apercebeu que cometeu um grave erro e agora não sabe como sair. Muito obrigado. Boa continuação. Obrigado. Merci beaucoup, mon frère Marc Mavoum, pour le message. Je pense que le message est bien passé. Le temps presse. Je pense qu'on aura peut-être le temps de passer le micro à 2-3 personnes pour poser des questions, mais il y a M. Veras qui a quelque chose à ajouter, et puis Jean-Claude aura aussi un mot avant que je puisse clôturer la conférence de presse et prendre 2 ou 3 questions parce que le temps presse. Voilà, Veras, le micro. Moi, je voudrais dire ceci pour pouvoir mieux situer la situation. Les cabinets ne sont pas des bellicistes. Les cabinets ont toujours cherché à trouver des solutions avec les Angolais. Mais les Angolais, ce sont les champions de la violation de tout ce qu'ils signent. Je vais commencer par les années 60. Les cabinets au sein du MPLA, je cite M. Rocknchen, M. Nicolas Gomes Spencer, qui est un héros du MPLA, mais qu'ils ont oublié, et M. Fatih Veneno, avaient signé un accord à Dolisie avec le MPLA de M. Agostinho Neto. Dans cet accord, il était dit, après l'indépendance, l'Angola octroyerait un statut politique et juridique au Cabinda. Cet accord n'a jamais été respecté par les Angolais. Le MPLA n'a jamais nié l'existence de cet accord. Mais jusqu'à aujourd'hui, Pédalé, le général Pédalé, a voulu sortir cet accord et demander son application. Son sort a été scellé le même jour parce qu'il était empoisonné et M. Pédalé, qui est parti en soins médicaux à Londres, est rentré dans un cercueil à Luanda, au Cabinda, pour être enterré dans son village. Les accords d'Alfort, nous connaissons la triste destinée de ces accords. 3 mouvements angolais se sont mis à se massacrer par l'initiative du MPLA qui n'a pas voulu appliquer l'accord dans son intégrité. Et cet accord qui a dicté l'annexion du Cabinda par les 3 mouvements angolais et la complicité du Portugal est caduque parce que même le gouvernement portugais avait déclaré caduque cet accord pour qu'elle n'a pas été appliquée dans son intégrité. Nous avons les accords de Safika signés en 1986. La reprise de la guerre après la signature de cet accord qui a eu lieu à Safika a été violée et la guerre avait repris au Cabinda. Pourquoi? Parce que les Angolais n'ont pas respecté ce qu'ils avaient signé. Nous avons les accords de Rio de Janeiro qui ont été signés entre M. Tiburcio Nzinga Luemba, à l'époque président de Fleury Renové, dans une rencontre qu'ils ont eue avec le président dos Santos. Cet accord est resté lettre morte jusqu'à nos jours. Il y a eu un autre accord qui a été signé par M. Njimbi Carneiro à Luanda avec M. Nando, à l'époque ministre de l'Intérieur. Avait toujours dans la recherche d'une solution. Et cet accord aussi est resté lettre morte.
Nous avons l'accord de Namibie, que Bento a signé, dont certaines personnes ont déjà fait référence ici. Cet accord aussi, les gouvernements angolais, ou bien le MPLA, parce que le MPLA et le gouvernement font la même chose. Il n'y a pas de différence entre gouvernement et MPLA, parce que c'est un parti-État. L'application de cet accord, les Angolais ont exploité purement ce qui leur intéressait, qui était l'intégration et le démantèlement de FLEC. Mais ils n'ont pas réussi. Ils ont aussi violé le minimum qui devait être octroyé au Cabinda. Nous avons entendu notre frère Marc Mavungu faire référence à toutes les violations qui se sont suivies jusqu'à aujourd'hui. Les cabinets vivent dans la précarité totale, avec moins de $1 par jour. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devrons continuer à chercher des solutions avec les Angolais? Je pense que les Angolais nous ont poussés jusqu'au dernier retranchement. Et moi, je demanderai à mes frères, au peuple cabinet, de ne pas avoir peur. Nous devons continuer à résister. Nous devons continuer à lutter parce que seule la lutte nous libérera de cette domination angolaise manigancée par les dirigeants du MPLA. Or, les cabinets ont aussi lutté dans le MPLA. Mais aujourd'hui, le MPLA ne reconnaît pas ce droit du peuple cabinet. Et je voudrais cet éclaircissement que j'ai voulu apporter pour que les gens ne pensent pas que les cabinets n'ont jamais cherché à trouver des solutions. Mais la mauvaise foi se trouve du côté du MPLA. Aujourd'hui, l'autodétermination est la meilleure solution pour que chaque peuple puisse vivre en paix dans son coin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ferras. Un dernier mot, Jean-Claude? Voilà. Bonjour. 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 Premièrement, je vous remercie d'être là. Et c'est pour nous, les cabinets, de s'adresser directement au gouvernement angolais. Ils doivent savoir que nous, les cabinets s'attendent. Voilà, tout le monde sont présents. Les cabinets de l'intérieur, de la diaspora, tous nous parlons pour notre droit à l'autodétermination. Et la communauté internationale doit se rappeler que les Cabinda est la dernière colonie d'Afrique. Nous ne sommes pas ici pour demander la charité, mais nous revendiquons la justice. La justice doit se faire pour la cause cabindaise. Le droit à l'autodétermination, c'est un devoir que la communauté internationale, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique devaient soutenir le peuple cabindais à se libérer face à l'agression angolaise. L'Angola se permet à manipuler ses pays voisins en disant s'il y a des cabindais qui arrivent dans ces pays, il faut arrêter, amener à Luanda. Donc moi, je suis victime et j'ai toutes les informations que les services renseignements de M. Matondo est en train de faire dans les deux Congos. Au lieu de trouver la solution pour résoudre pacifiquement la question du Cabinda, et ils pensent, si ils tuent Jean-Claude Nzita, la lutte ne va pas terminer. Vous avez vu beaucoup de gens qui sont là. Tous ils parlent des Cabinda, plus radical. Donc, je suis content que le monde sache que les Cabindais sont unis et nous allons continuer à se battre pour se libérer. Merci. Merci beaucoup, Jean-Claude. Avant de... Il reste un bon quart d'heure. On va peut-être avoir l'occasion de passer le micro aux personnes qui sont dans la salle s'ils ont des questions à poser. Je pense que la participation d'aujourd'hui a prouvé une chose, parce qu'il y a toujours un argument que les Angolais avancent. Ah, mais on veut bien négocier avec les Cabinets, mais nous n'avons pas d'interlocuteurs valables. Voilà, les interlocuteurs sont là. Donc cet argument, c'était un argument fourre-tout. Les cabinets sont assez responsables qu'au moment d'être sur la table de négociation, vous aurez des interlocuteurs valables. Ils sont d'ailleurs là. Donc de ce côté-là, je pense que les Angolais doivent laisser tomber. Je pense que nous sommes unis dans notre élite. Et je voudrais aussi
je voudrais aussi lancer un appel aux dirigeants angolais. Les droits d'un peuple, on ne les tue pas par les armes. Vouloir tuer les responsables politiques par l'empoisonnement ou les assassinats, les arrestations, ne va pas détruire la cause du cabinet. Nous ne sommes pas les premiers à défendre les droits du cabinet. Il y a eu des gens, des rangs francs, des cités, ils sont passés, mais la cause du Cabinda est toujours là. Et nous passerons, il y a déjà des jeunes qui ont déjà pris la relève. Donc, ce n'est pas utile de vouloir tuer le Cabinda pour tuer la cause du Cabinda, ça ne marchera pas. Donc, aujourd'hui, nous donnons la preuve que pour la question du Cabinda, il y a des interlocuteurs valables. Donc, l'interlocuteur valable est là. Vous avez vu la participation d'aujourd'hui. Presque toutes les couches du Cabinda, que ce soit la société civile, que ce soit la classe politique ou autre, ils ont répondu favorablement à cette conférence de presse. Nous disons aussi aux autorités angolaises de ne pas avoir peur de nous. Nous sommes ouverts et prêts à discuter. Nous ne sommes pas des fantômes, ou je ne sais pas moi comment on nous traite. Nous sommes des gens responsables et pour nous, nous pensons que faire la guerre, tuer les gens, que ce soit les Angolais qui meurent, que ce soit les cabinets qui meurent, ce sont des personnes qui ont des familles et ça cause des problèmes inutiles. Donc nous tendons toujours la main aux dirigeants angolais pour venir sur la table de négociation pour qu'on puisse parler. Et aujourd'hui, nous sommes le 4 août 2025. Jour pour jour, nous célébrons le 62e anniversaire de la création du FLEC. Donc l'Angola, c'est 50 ans d'indépendance qu'ils vont célébrer cette année. Nous célébrons 62 ans depuis que le FLEC a été créé. Donc, nous, on n'a pas créé le FLEC pour demander l'indépendance à l'Angola parce que l'Angola n'existe que depuis 50 ans. Et nous existons. Il y a d'autres mouvements qui ont été créés avant le FLEC, mais depuis que le FLEC existe, ça fait déjà 62 ans. Donc, nous sommes 12 ans plus vieux que l'Angola, l'indépendance de l'Angola. Donc, nous voulons encore lancer un dernier message aux autorités angolaises de ne pas avoir peur du dialogue. Nous sommes des Africains, nous sommes prêts à discuter comme des adultes pour trouver une solution définitive à la question du Cabinda. Donc, on peut éviter inutilement des morts. C'est vrai qu'il y a des gens qui parlent « Ah, mais vous voulez votre indépendance. Aujourd'hui, on parle des grands ensembles. » Nous ne sommes pas contre les grands ensembles, mais que cela se fasse dans l'égal respect de la souveraineté du peuple. Donc, c'est tout ce que nous voulons demander au gouvernement angolais. Donc, une fois de plus, nous lançons un appel aux dirigeants angolais à dialoguer avec les cabinets. C'est sur la table de négociation qu'on pourra trouver une solution et non en s'entretuant. Donc, ça, c'est le message que nous voulons lancer aux autorités angolaises. Nous avons encore 10 minutes. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles nous pouvons répondre très rapidement? Il y a une question? Voilà, il y a une question, voilà. Mano Belchior. Sim. Yeah. Bem, eu quero, portanto, tudo já falamos, muita coisa falamos, muito interessante, mas nós sempre imploramos aos nossos políticos, aos nossos cívicos e todos os outros que é necessário, portanto, nós já viemos muito da teoria. Vamos colocar o passado como referência para nos possibilitar tomar as grandes decisões estratégicas que podem nos tirar nesse abismo que ou nesse status quo que nós estamos mergulhados. Nós gostamos muito de falar, gostamos de ser muito teóricos, mas vamos agora, meus irmãos, nós imploramos, vamos ser mais pragmáticos. Fala-se de sacrifícios, mas fazer sacrifício não é teoria. Fazer sacrifício é uma questão de prática. Eu gostaria de ouvir dos manos, em que pé estamos, porque eu sei que a FLEC esteve integrada no UMP. Em que pé estamos a participação da FLEC no UMP? Em que pé estamos? E em que pé estamos as relações ou os contactos com os outros territórios, com os líderes dos outros territórios declarados não autônomos,
como nós, como é que estamos? É de extrema importância. Nem tudo vamos falar aqui, mas iremos acertar em off. Mas é importante que o nosso povo nos escute, que já fizemos isto e isto, estamos no UMPO, sim. O que tem sido a nossa intervenção junto ao UMPO? O que é que a gente ganha estando no UMPO? Qual é a vantagem diplomática que temos junto ao UMPO? É importante isto. E eu peço que sejamos, é melhor que sejamos mais teóricos, porque são 62 anos. Já vamos... Mano Belchior Mekua, mas não é lugar para falar desse tipo de problème. Donc j'ai écouté l'intervention de notre frère Belchior, mais je pense que nous n'avons pas assez de temps et puis je pense que le cadre n'est pas approprié pour que nous puissions parler de ça. Aujourd'hui, on parle du droit à l'autodétermination du peuple kabylé, mais nous allons parler de ça entre nous. Donc je pense que la conférence d'aujourd'hui a démontré qu'il y a une ouverture à toutes les couches du Kabila et qu'il n'y a pas de sujet tabou. Nous pouvons en parler entre nous. Merci beaucoup pour ton intervention, mon frère Belchior. Merci. Il y a une question? É importante precisar. Diplomacia que precisamos. É necessário pontualizar para o povo saber. É importante, meu irmão. Essas são oportunidades para o povo nos ouvir. Merci beaucoup. Estamos no UMPO. Merci. La question, c'est... Bonjour à tout le monde. Je remercie infiniment le promoteur de cette conférence de presse, et en général et en particulier Jean-Claude, que je connais déjà. Vraiment, j'ai apprécié les derniers mots de Papa Virage. Et c'est ce qu'on a toujours dit, que na boca de mais velhos tem dentes podres, mas as palavras que saem sempre são palavras sábias. Donc, dans la bouche d'un vieillard, il y a toujours peut-être des dents qui sont un peu pourries, mais les paroles qui sortent sont des paroles de beaucoup de sagesse. J'ai beaucoup apprécié l'expression qu'il a tenue en disant que le peuple kabindé n'est pas belliqueux. Ça, vraiment, c'est quelque chose à louer et à tenir en compte. Alors, cependant, ma question est la suivante. La première fois que Jean-Claude était ici avec nous, il était accompagné ou il était avec le représentant de l'UNITA, qui est aussi un parti d'opposition en Angola. Ils se sont affichés avec l'UNITA en nous disant qu'il y a eu une initiative de paix que l'UNITA a apportée et que le FLECFAC, donc pour être plus précis, a adhéré ou peut-être s'est associé. Alors, il s'est passé quelques mois. Bon, je voudrais savoir où en sommes-nous? Où en sommes-nous avec cette initiative de l'UNITA dans laquelle Jean-Claude s'est affiché avec le représentant de l'UNITA ici en Belgique et nous ont clairement dit qu'ils vont devoir, comment dirais-je, converger et y participer dans cette initiative de l'UNITA. Est-ce que cela continue à tenir debout? C'est une initiative qui est pratiquement oubliée. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour féliciter le FLEC. Bon, maintenant, je ne sais pas si c'est le FLECFAC qui fait 70 ans ou c'est le FLEC d'une manière globale. Donc, mais joyeux anniversaire. Alors, je remercie aussi les cabinets qui sont au niveau du pays, qui ont participé à cette conférence et qui ont démontré réellement, comme l'a dit messieurs, qu'il y a quand même une certaine convergence. Mais je voudrais un peu savoir, au juste, le FCD, qu'en est-il? Pourquoi? Parce que vous avez parlé d'interlocuteur, mais jusque-là, le FCD était comme, on s'est dit en Angola, ou peut-être chez nous là-bas, à l'ouge nous fond de tunnel. Mais c'est comme si, pour le moment, le FCD est bafoué, on n'entend plus parler de ça et on ne sait plus à quel sens se vouer. Et de l'autre côté aussi, bon, moi aussi je suis journaliste, pourquoi? Parce que je suis rédacteur du journal en ligne Erindo. Donc voilà, c'est pour nos publications que nous sommes ici pour voir dans la mesure possible comment on peut enrichir notre rédaction. Alors,
on pouvait savoir, le FCD pour le moment, qu'en est-il? Et je me rappelle aussi qu'en 2006, quand il y a eu les accords de Nabib, M. Manuel Nzita a pris part de cette initiative. Et pour autant dire qu'aujourd'hui, Bintou Bembe a fait, comment dirais-je, chemin seul, aujourd'hui il appelle le pot cassé. Alors maintenant, je n'arrive pas à comprendre où se situe maintenant la posture de Manuel Nzita. Donc ce sont les 2 ou 3 questions que j'ai pour le moment. Merci. OK. Premièrement, concernant l'ONITA. Allô? ONITA n'est pas parti au pouvoir. Le parti qui dirige l'Angola, c'est MPLA. Nous avons décrété aussi les cessez-le-feu unilatéral. Et l'Angola n'a pas répondu. Ce qu'ils ont répondu, ils ont chassé des journalistes de RTP parce qu'ils ont parlé du Cabinda. M. Verras a dit que les cabinets ne sont pas belliqueux. Ça démontre que l'ONITA est un MPLA qui a un problème. Le président Jean Lorenzo, il s'est dit champion de paix. Alors, devant les représentants ici de l'ambassade angolaise qui sont devant nous, on a lancé l'appel pour dire que nous sommes prêts. Vous savez, nous avons des frères partout. Ce qu'on attend, le service de renseignement Angola dit quoi? Si tel arrive au Congo, on l'arrête, amenez-le en Angola. Est-ce que ça, c'est résoudre les problèmes? L'ONITA n'a pas de problème. L'ONITA parle de paix. L'ONITA reconnaît qu'il y a un problème au Cabinda. Tandis que le gouvernement, avec le président de l'Union africaine à la tête, Jean Lorenzo, il ne veut pas résoudre le problème du Cabinda. Absolument pas. Tous les Cabindés sont là que vous voyez, ils sont prêts à parler. Partout, même à London, on peut résoudre les problèmes. Mais la volonté, c'est le gouvernement angolais. Tant qu'il ne va pas résoudre le problème des Cabinda, nous allons revendiquer, nous avons la parole. Face à l'Angola, nous allons tenir la parole jusqu'à ce que nous avons obtenu ce que nous cherchons. L'ONITA n'a pas de problème. Le problème se trouve au niveau du gouvernement. C'est le président Jean Lorenzo qui doit se décider de nous envoyer des vrais émissaires, pas des gens du renseignement. Nous n'avons pas besoin de ces gens-là. Merci. Merci beaucoup, Jean-Claude. Je voudrais répondre à une partie de ces 3 questions que vous avez posées. Par rapport au FCD, je pense que cette question, la question que vous nous posez au sujet du FCD, si les intervenants qui sont ici pouvaient répondre à cette question, ils vous donneront la même réponse que je vais vous donner tout de suite là. Le FCD a été créé après l'unification du FLEC et de la participation de toutes les couches du cabinet, c'est-à-dire la société civile et les églises. Et le FCD, c'était une commission qui dépendait du FLEC, de l'église et des associations civiques du Cabinda pour représenter les forces vives du Cabinda dans une éventuelle négociation avec les Angolais. Bon, je ne vais pas revenir ici pour raconter toute l'histoire parce que ça va nous prendre inutilement du temps. Nous sommes déjà à la fin de la conférence de presse. Ce qui s'est passé avec l'arrestation de Bintou Bembe, je pense que tout le monde connaît. Et Bintou Bembe, excusez-moi d'utiliser ce terme-là, s'est prostitué. Voilà, c'est-à-dire qu'il s'est prostitué. Ça veut dire qu'il n'a pas respecté les termes des accords que nous avons tacitement signés pour que nous puissions avoir un interlocuteur valable pour parler avec le gouvernement angolais. Donc, Bintou Bembe est allé parler avec les Angolais avec les revolvers derrière la tête. Il a pris les gens du FLEC Renouveau et quelques personnes et il est allé se donner aux Angolais pour signer ces accords qui n'engagent ni les FLEC, ni la société civile, ni la population du cabinet. Raison pour laquelle ces accords ont été décriés. Donc aujourd'hui, on ne peut pas considérer le FCD de Bintou Bembe comme un interlocuteur qui parle au nom des cabinets. Par rapport à la question que vous avez posée pour l'UNITA, moi je pense que parler avec l'UNITA, c'est une ouverture que l'UNITA a démontré de parler avec le cabinet. C'est vrai que l'UNITA n'a pas le pouvoir de décider quoi que ce soit sur les cabinets parce qu'ils ne sont pas au pouvoir, mais ils ont démontré leur volonté d'ouverture, bien que
nous ne sommes pas accordés sur leurs propositions sur les Cabinda, mais au moins, et ils sont ouverts à parler avec les Cabinda. Vous avez parlé de la présence d'Emmanuel Nzita à Namib. Oui, il a été à Namib, mais il faudrait aussi savoir dans quelles conditions il est allé à Namib. Est-ce qu'il est parti là-bas de son propre gré ou voilà. De ça, ce sont des histoires que nous pourrons peut-être parler en off pour vous expliquer un peu comment il s'est retrouvé en Namib. Mais je tenais aussi à répondre à ça. Donc, je voudrais remercier tout le monde, toutes les personnes qui sont venues, et puis toutes les personnes qui sont... Voilà, une dernière question. Voilà. Oui, une courte question. Ouais. Comme vous le savez, le Cabinda et l'Angola sont séparés par un corridor donnant un accès à la mer à la République démocratique du Congo. Et certains arguent que ce corridor est issu d'un accord entre les anciennes autorités françaises, belges et portugaises. Et quelle incidence ce corridor ou ces anciens accords éventuels ont-ils sur la souveraineté du Cabinda? Merci beaucoup pour la question, parce que cette question aussi m'a toujours été posée par plusieurs personnes. Si nous partons avec les derniers accords internationaux qui sont reconnus par tout le monde, c'est la conférence de Berlin qui a délimité l'Afrique. C'est en 1885. Et de 1885 à aujourd'hui, moi je n'ai pas connaissance de tels accords d'arrangement avec les Français. Je ne dis pas que ça n'a pas été, peut-être avant 1885. Nous habitons ici en Belgique. Il y a le musée central ici à Tervuren. Vous pouvez toujours aller faire des recherches pour voir que de tels accords existent. Mais s'ils existaient, je pense que les Angolais ou les gouvernants angolais n'hésiteraient pas de les brandir. Je serais très content aussi de voir ces accords-là. Mais pour le moment, je peux dire que je n'ai pas connaissance de ces accords. Et jusqu'ici, je n'ai jamais vu un document qui parle de ces accords. Voilà. Donc, depuis 1885, nous, quand on parle des traités de Simonumbuku, on parle des traités de Tinkamba, de Tinfuma, il y a des documents qui existent. Il y a même des lieux où on a érigé des monuments, là on a signé ces accords. Ça existe. Il y a des traces sur place et il y a des documents qui en parlent. Il y a des accords internationaux qui ont été signés. Mais par rapport à ça, moi, jusqu'ici, je n'ai jamais vu un document où on parle de ça, des accords qui ont été signés par rapport à ça. Voilà, merci. Merci beaucoup. Il y a encore une question? Non, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les personnes qui sont en ligne, qui ont participé à cette émission. À tous nos frères du Cabinda, nous souhaitons courage. C'est que les moments sont difficiles. Et à tous nos frères qui sont éparpillés dans le monde à cause de ces conflits, parce que ce n'est pas par degré que nous sommes éparpillés ici et là. Nous comptons un jour rentrer chez nous, vivre tranquillement. Mais un dernier message que je voulais lancer aux représentants, parce que je pense qu'il y a des représentants de l'Angola ici, de l'ambassade, on m'a dit. Oui, donc voilà, merci. Merci pour votre présence et votre participation, merci. Et je pense que vous pouvez être nos interlocuteurs, de faire parvenir les messages aux autorités angolaises que nous sommes des Africains de quoi, des Bantous. Et nous avons beaucoup de considération pour la vie humaine. Et nous pensons que les problèmes du Cabinda et de l'Angola peut être résolu en parlant. Et nous sommes disposés et disponibles pour parler avec les autorités angolaises et trouver une solution, une fois pour toutes, une solution qui sera acceptée par les deux parties. Vous avez vu vous-même ici que toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui ne parlent que de paix, de trouver une solution. Et j'ai ajouté encore que même si on parle de grands ensembles aujourd'hui, mais ces ensembles doivent être, ces ensembles doivent être respectueux de l'égale légitimité du peuple. Donc voilà, ça c'est notre message aux autorités angolaises, qui n'aient pas peur, Nous n'avons jamais dans notre doctrine ou dans notre façon de faire, de faire du mal aux autorités angolaises ou de liquider les autorités angolaises d'une façon ou d'une autre, parce que ça n'apportera pas la solution. La solution, ça sera par le dialogue avec les autorités de part et d'autre, les représentants du peuple kabyle, les autorités angolaises.
Donc, liquider les autorités ou les représentants du peuple kabila, comme l'a dit Jean-Claude là-bas, ça n'arrangera pas les problèmes parce qu'il y aura toujours d'autres qui vont revenir. Ça fait plus de 60 ans que nous sommes là. Ceux qui ont commencé cette lutte sont passés et la cause du Kabila est restée. On ne tue pas par les armes une cause. Donc, nous sommes disposés à dialoguer pour trouver une solution pacifique. Merci beaucoup de votre présence. Voilà.